Madame, Monsieur, bon après-midi, jeudi 29 octobre 2020. Bienvenue aux 12 heures. Et d'abord, toutes nos excuses pour ce démarrage avec quelques minutes de retard. Good afternoon, Daen Gassa. Good afternoon, Martin Wendenge. We begin rapidly with the headlines. Accident vasculaire cérébral, cette pathologie fait des ravages. Le monde entier marque un arrêt pour se pencher sur la question. Cette journée est journée mondiale de l'AVC. Nous recevons pour en parler le docteur Léona Ngarka, neurologue à l'hôpital central de Yaoundé. Il est l'invité du 12 heures. Colloque national sur la protection sociale de l'enfance au Cameroun. Les travaux sont en cours à Yaoundé pour trouver des solutions adaptées pour l'amélioration des conditions de vie des enfants vulnérables. Et puis en page magazine, nous vous amenons à la découverte d'Ebolo-Valabel. La cité capitale de la région du Sud nous dévoile ses charmes vers la fin du journal. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Et Daen Gassa, d'abord la lecture de ce décret du président de la République qui déclare la journée du samedi 31 octobre, jour de deuil national. Yes, the President of the Republic, mindful of the Constitution, hereby decrees as follows. Article number 1, Saturday, 31st October 2020 is declared a day of national mourning in memory of the victims of the attack on Saturday, 24th October 2020 of the Mother Francisca International Bilingual Academy School Complex in Fiango, Kumba, Meme Division. Article number 2, the national flag shall be flown at half-mast all day long throughout the national territory. Article number 3, this decree shall be registered, published according to the procedure of urgency and inserted in the official gazette in English and in French, signed Paul Biya, the President of the Republic. And we continue talking about the gruesome killing of children in Kumba. This time reactions are coming all the way from Rome. Pope Francis has condemned the brutal murder of school children in Kumba. This was in the course of yesterday's general audience at St. Peter's Square, where he reiterated that he joins in the grief of the families of the young students killed in Kumba. He expressed his dismay for the senseless act and implored God to enlighten the hearts of Cameroonians. Gilbert Ongene reports. I join in the grief of the families of the young students brutally killed last Saturday in Kumba, Cameroon. I feel great dismay at such a cruel and senseless act which tore life from the innocent little ones while they were taking lessons at school. May God enlighten the hearts so that similar actions are never repeated again, and so that the tormented northwest and southwest regions of Cameroon can finally find peace. I hope that weapons are silenced and that the safety of all and the right of each young person to education and to a future can be guaranteed. I express my affection to the families, to the city of Kumba and all of Cameroon, and invoke the comfort that only God can give. Che solo Dio può dare.
Madame, Monsieur, merci de regarder le 12h sur la CRTV. La journée de samedi 31 octobre est déclarée journée de deuil national par le chef de l'État via un décret que le président Paul Biya a signé hier. Les drapeaux seront mis en berne sur l'étendue du territoire national pour pleurer les 7 enfants assassinés samedi à Kumba dans la région du Sud-Ouest. Et nous partons justement dans la région du Sud-Ouest pour recueillir les réactions, mais surtout cette marche des femmes pour condamner l'assassinat de 7 enfants tués à la mode Francesca International Bilingual Academy. C'était samedi dernier, vous vous rappelez, Madame, Messieurs. Et ce reportage est signé Gilles-Claude Mbongetundi de CRTV Sud-Ouest à Buea. Se taire, c'est prêter le flanc à la violence. Ce mardi à Kumba, les populations n'ont plus les mots. C'est malheureux que cette situation arrive à Kumba. On a vu ça avec le Kumba District Hospital. Mais les choses qui sont plus importantes, c'est pour voir que Kumba, c'est ici que cette guerre va finir. Il y a de certains gens qui sont en train de gâter la paix qui existe à Kumba. Nous, on cherche le développement, notre ville. On cherche pour développer notre vie. Et on ne peut pas développer notre vie en insécurité. Vieux, jeunes, enseignants, chefs traditionnels et élites locales font chorus. Les larmes sont finies dans leurs yeux. Nous ne supportons pas les balles. Et d'abord, il faut qu'on cause, voir ce qui est là, et puis on met les solutions. Ce n'est pas qu'on prend les balles pour commencer à tuer les innocents. Ce qui nous a surpris, c'est la nature, c'est la barbarie des terroristes qui ont attaqué les enfants. On sait que les écoles sont sacrées. On sait que les enfants, vraiment, même pendant la guerre, on n'attaque pas les enfants. S'indigner pour dénoncer le mal, mais l'école doit reprendre. Malgré la douleur, la mission interministérielle rassure ici à Kumba du baume au cœur de la population. Le pape François compatit avec le peuple camerounais suite au massacre de Kumba. Hier mercredi, au cours de son audience générale dans la salle Paul VI du Vatican, le souverain pontife a déclaré qu'il s'unit à la douleur des familles dont des enfants ont été brutalement arrachés à la vie. Il a plaidé pour le retour à la paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Voici cette déclaration du pape François, sélectionnée par Philippe Roger et Sama. Mi unisco al dolore delle famiglie dei giovani studenti barbaramente uccisi sabato scorso a Kumba, in Camerun. Provo grande sconcerto per un atto tanto crudele e insensato che ha strappato alla vita i piccoli innocenti mentre seguivano le lezioni a scuola. Che Dio illumini i cuori perché gesti simili non siano mai più ripetuti e perché le martoriate regioni del nord-ovest e sud-ovest del Paese possano finalmente ritrovare la pace. Auspico che le armi tacciano e che possa essere garantita la sicurezza di tutti e il diritto di ciascun giovane all'educazione e al futuro. Esprimo alle famiglie, alla città di Kumba e a tutto il Camerun il mio affetto e invoco il conforto che solo Dio può dare. Nous vous le disions en titre, Madame, Monsieur, ce 29 octobre est journée mondiale de l'accident vasculaire cérébral. Cause de mort subite, le mal touche une personne toutes les 4 minutes. Zoom sur les causes et les autres conséquences de cette pathologie dans ce reportage de Laetitia Onana.
L'hypertension artérielle, le diabète, la sédentarité, l'alcoolisme ou la vieillesse sont autant de facteurs de risque de l'accident vasculaire cérébral. Le mal qui touchera un adulte sur 4 dans le monde selon les spécialistes résulte de l'interruption de la circulation sanguine dans le cerveau. La mort subite, la paralysie partielle ou totale peuvent alors survenir. C'est pour éviter ces dégâts qu'une journée de sensibilisation et de prévention des accidents vasculaires cérébraux a été instituée. Elle rappelle l'urgence d'agir en cas de facteurs de risque et dès la survenue des symptômes suivants: mal de tête chronique, troubles visuels, troubles de la parole, déséquilibre ou encore perte de la sensibilité. Thanks for watching the Midday Bilingual Newscast on the CRTV and on CRTV News. We continue with health, talking about health. Today, October 29th, is observed as World Stroke Day, a day to underscore the serious nature and high rates of stroke, but also raise awareness of the prevention and the treatment of the condition and ensure support to the fortunate survivors. According to statistics, over 80 million people now live with stroke, and it has been the leading cause of death and disability worldwide. Gerald Nanji-Eyambe now presents the causes, consequences, and preventive methods of stroke. Causes of stroke include loss of blood supply and bleeding in the brain. People at risk for stroke are among those who have high blood pressure, high cholesterol, diabetes, not losing sight of those who smoke. Medical science equally reveals that people with irregular heart rhythms are also at risk. Consequently, stroke could result to weakness in the right side of the body or paralysis and sensory impairment. It could lead to speech-related problems, difficulties in understanding language, and the inability to see the right visual field of each eye. However, this could be prevented. Experts say the best way to prevent a stroke is to eat a healthy diet, exercise regularly, and avoid smoking and drinking too much alcohol. These lifestyle changes can reduce your risk of problems like arteries becoming clogged with fatty substances. As the world observes the day to fight against stroke today, emphasis is placed on raising awareness on the prevention and treatment of the condition and ensure better care and support for survivors. And announced that the guest for the Midday Bilingual Newscast has joined us in the studio, Martin Waldenge. We are talking about stroke, and we heard in this report by Nanji, Gerald Nanji. As announced in our headlines, the guest has joined us this 29th of October. We are talking about World Stroke Day. Martin Wendingue, he will definitely answer many questions from you. Oui, beaucoup de questions que les Camerounais se posent. Diane Gassa. Bonjour, Dr Léonard Garkar. Bonjour, Martin Dengue. Bonjour. Vous êtes neurologue à l'hôpital central de Yaoundé. Merci d'avoir accepté l'invitation de la CRTV. Merci beaucoup. Nous avons vu ces reportages de Laetitia Onana et de Gerald Nanji et Yambé sur les causes, l'ampleur et les conséquences de l'accident vasculaire cérébral, l'AVC, cette pathologie qui touche une personne toutes les 4 ou 5 secondes dans le monde. Et docteur, si vous pouviez nous en dire un peu plus sur cette maladie qu'on pourrait qualifier de tueur silencieux. D'accord, merci beaucoup. J'aimerais dire que l'AVC, d'abord, c'est une pathologie neurologique dans laquelle nous avons un déficit neurologique d'installation brutale. Permettez que j'utilise le mot neurologique 2 fois. Qu'est-ce que ça veut dire, déficit neurologique d'installation brutale? C'est quelqu'un qui va se présenter avec soit un déficit moteur, soit un déficit sensitif, une perte de la parole d'installation brutale. Donc, la personne était bien et subitement, il perçoit l'usage d'un membre ou la parole ou la sensibilité tout d'un coup. C'est une pathologie qui touche environ 6 millions de personnes dans le monde entier
Et toutes les 6 secondes, quelqu'un meurt de l'AVC. Et 6 personnes sur 10 dans leur vie entière aura l'AVC. Donc 6 sur 10, donc 60% des personnes sont exposées à faire l'AVC. Je peux aussi dire que la mortalité liée à l'AVC dépasse la mortalité liée au VIH, tuberculose et le paludisme, toutes confondues. Docteur, au vu de ces chiffres-là, est-ce qu'on devrait avoir peur? Est-ce qu'il y a une possibilité de prévenir l'AVC? Merci beaucoup, Ndengue. Je pense que c'est une pathologie qu'on peut prévenir. D'accord. Cette pathologie, on a les facteurs de risque qui prédisposent la personne à développer cette maladie plus tard. Et ces facteurs de risque sont divisés en 2 grands groupes. On a les facteurs de risque modifiables et les facteurs de risque non modifiables. En ce qui concerne les facteurs de risque modifiables, nous avons la sédentarité, nous avons l'hypercholestérolémie, on a l'obésité, on a l'hypertension, diabète, tabac, alcoolisme. Tout ça sont les facteurs de risque vasculaire qu'on peut éviter. Et nous avons les facteurs de risque qu'on ne peut pas éviter, qui sont comme l'âge, et le sexe et la race. Et comment on peut donc faire pour éviter d'avoir l'AVC dans sa vie? Il faut chercher à gérer ces facteurs de risque qui sont évitables, comme je peux dire. Comme si c'est quelqu'un qui a l'hypertension ou le diabète, il faut être suivi et prendre régulièrement les médicaments. Si la personne n'a pas de facteurs de risque vasculaire, il faut faire le sport régulièrement. Il faut être actif et faire le sport 30 minutes, au moins 3 fois par semaine. Ça vous évite de faire un AVC plus tard. Si vous fumez, il faut arrêter de fumer. Il faut diminuer la consommation abusive de l'alcool. Il faut faire le sport, comme j'ai dit tout à l'heure. Toutes ces mesures-là vont concourir à diminuer la survenue ou la possibilité d'avoir un AVC dans sa vie. Docteur, on note une recrudescence de la maladie ces dernières années. D'ailleurs, vos chiffres de tout à l'heure le confirment. Et l'OMS projette une augmentation de l'incidence de l'AVC passant de 16 millions en 2005 à 23 millions en 2030. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? J'aimerais dire que c'est vraiment dommage d'avoir cette prédiction et cette possibilité d'avoir la prévalence de l'AVC accroître. Et je pense que cette augmentation peuvent être liées à une modification de notre style de vie. De plus en plus, on a les gens qui sont sédentaires, ils prennent la voiture pour aller au travail, ils ne font plus le sport et tout ça les prédispose. On a de plus en plus les gens qui fument, on a de plus en plus les gens qui prennent l'alcool de façon abusive. Et donc, même l'alimentation? Même l'alimentation aussi joue un rôle. Donc tout ça, ce sont les facteurs qui font que l'OMS prédit que si rien n'est fait, on va avoir une prévalence ou l'incidence de l'AVC va augmenter d'ici 2025. Doctor, now you've been talking about sports, you've been talking about being physically active. How do we explain that some sportsmen suffer from stroke? How do you explain that? Thank you very much. I would like to say that to prevent stroke is not just one measure which you apply. You have a series of measures which you need to apply. If you do sports and you drink alcohol abusively, you are still predisposed to developing stroke sometime. If you do smoke, in spite of the fact that you do sport, you also are predisposed. And also, I will add that there are some factors, some risk factors which are non-preventable. For example, somebody has maybe a congenital cardiac problem. He might. And for that, to prevent that, he needs to do an early screening, and advice will be given to him to help him prevent having a stroke later on in life. Docteur, en quelques secondes, est-ce que vous pouvez nous dire comment nous, qui ne sommes pas médecins, devons nous comporter face à une personne qui est en situation ou qui fait l'AVC? Oui, d'accord. Pour quelqu'un qui a fait l'AVC, on dit en anglais « time is brain ». Si quelqu'un a fait un AVC, la première chose, c'est de l'amener dans un hôpital vite. Plus on amène la personne à l'hôpital vite, on commence un traitement tôt, on a la possibilité d'avoir une récupération aussi chez le malade. Mais si le traitement est tardé, les séquelles seront graves. Et ces séquelles-là, est-ce que on les a toute la vie? Est-ce qu'il y a des gens qui s'en sortent des AVC sans séquelles? Est-ce que c'est possible? Malheureusement, avec l'AVC, on a certaines personnes qui guérissent totalement. Ils n'ont pas de déficit.
ce qu'on a commencé un traitement tôt. Mais si le traitement était commencé tard, ou la personne a d'autres comorbidités, la personne peut vivre avec les séquelles à vie. Donc, l'intérêt de prévenir l'AVC. Merci à vous, docteur Léona Ngarka, neurologue à l'hôpital central de Yaoundé. Merci pour toutes ces informations. Merci beaucoup. Vous ne partez pas, vous restez avec nous. La suite avec vous, Diane Gassa, l'autre actualité du jour. A two-day symposium on social protection of children in Cameroon has just been launched by the Minister of Social Affairs, Pauline Irengen, as you can see on the images there, organized under the theme Access to Education for Vulnerable Children. The symposium seeks to improve on the effectiveness of public policies in favor of children and extend social protection measures to all categories of vulnerable children in Cameroon. According to Social Affairs Minister, it will also increase quantitative results of the policies, programs and projects of social protection through better coordination. And of course, our reporters in the field will be giving you the details in our subsequent news editions. And this other information, the implementation of the voluntary partnership agreement between the Cameroon government, European Union and the Food and Agriculture Organization on forest law, enforcement, governance and trade in timber products is in the substance of a seminar organized today in Yaoundé by the Forest Regulatory Government. Stakeholders of the forestry and wildlife sector are discussing the project of strengthening the involvement of small and medium-sized enterprises within the interprofession of Cameroon wood sector. This will help raise more revenue for the state's coffers. And we are definitely going to move to something else now. The Minister of Employment and Vocational Training says the creation of performance and competitive enterprises is crucial for a vibrant and dynamic national economy. Issa Chiroma Bakari was speaking while launching the second edition of the Cameroon International Employment, Entrepreneurship and Wellbeing Fair for Senior Citizens. As we hear in the following report by Gilbert Ongene, this year's fair focuses on the valorization of retirement. Or are at the verge of retirement have an inexhaustible reservoir of experience, savoir-faire, and competence that, if put to good use in the creation and development of enterprises, would help boost job creation across the country. Empowering and supporting this category of people with needed tools is the raison d'etre of this fair. Some of them think that they are ostracized. I stand here, I call all of those who are already on retirement to let them know that there is another way to start again. Government, the minister affirms, is committed to making sure this vision becomes reality. I am here to let them know that their government continue to support them. Their government will give them, through my ministry, the necessary helpful hand they need. Roundtable conferences, workshops, and B2B exchanges will obviously make attendees begin to grasp the fact that, far from being a period of distress, retirement can be a moment of new opportunities begging to be explored. Madame, Monsieur, merci de regarder le 12h sur la CRTV. On vous l'a dit, depuis mardi, le Premier ministre, chef du gouvernement, représentait le président de la République, Paul Biya, au colloque international pour la commémoration des 80 ans du cinquantenaire du Congo, et c'était au palais des congrès de Brazzaville où nos envoyés spéciaux étaient postés. Christian Chiatam et Laurentine Bokono. On fait le bilan avec vous, Laurentine Bokono. Partage et pérennisation de la mémoire collective sont les maîtres mots qui devront constituer la trame du nouveau guide de l'histoire franco-africaine des années de la Grande Guerre. Il y a 80 ans, c'est depuis Brazzaville que le général de Gaulle décida de reconquérir Paris, tombé entre les mains de l'ennemi. Le manifeste de Brazzaville rallia les pays de l'Afrique équatoriale française à la cause française et Paris fut libéré.
Cette histoire doit être connue et enseignée tant en France qu'en Afrique, recommande le colloque international de Brazzaville. D'autres recommandations portent sur l'élévation de stèles à la mémoire de tous les soldats de l'Afrique équatoriale française et de Madagascar, tombés sur les différents théâtres d'opérations militaires, sur les soutiens multiformes à apporter aux enseignants-chercheurs en termes de mobilité auprès des dépôts d'archives, dépôts nationaux et internationaux. Regroupées en 3 lots, les recommandations du colloque sont adressées séparément aux chefs d'État et de gouvernement africains, à la France et aux enseignants-chercheurs. Ce dernier lot était porté par notre compatriote Virginie Wanyanka-Bongem, maître de conférence spécialisée dans l'histoire militaire. Merci à vous, Laurentine Bokono. Vous nous avez fait le point sur les recommandations du colloque de Brazzaville et c'était bien à 80 ans. Place à présent à la page magazine et nous allons à la découverte de la cité capitale de la région du Sud, Ebolova. Comme vous ne l'avez jamais vu, c'est dans cette page magazine que signe Rose Olinga de CRTV Sud. Le mont Ebolova, celui qui a tendu le piège a abandonné ce piège pendant un certain temps. Les femmes qui allaient faire leur chant de ce côté du mont Ebolova se sont rendues compte que ça sentait de la pourriture et ont amené la nouvelle au village. Lorsque le tendeur de piège va donc vérifier ce piège, il s'est rendu compte qu'il y a un chimpanzé qui avait été pris au piège et qui a pourri. Ça fait donc à partir de cet instant, on a commencé à appeler ce pan du mont Ebolova un collet Ebolova. Jadis QG de la colonie allemande, Ebolova a été le théâtre de la chute d'une figure emblématique de l'histoire du Cameroun. Le 8 août 1914, c'est en ces lieux, palais de justice, que Martin Paul Samba a été exécuté par fusillade. Ebolova a aussi été le fief des missionnaires américains, pionniers du protestantisme au Cameroun. Une influence religieuse qui a résolu les populations d'Ebolova à la piété. La ville nichée au cœur de la forêt équatoriale compte aujourd'hui plus de 150 000 habitants répandus sur une centaine de petits villages. Ebolova peut se targuer d'être un véritable pôle agricole, mamelle nourricière de 3 pays frontaliers, à savoir le Cameroun, la Guinée équatoriale et le Gabon. Son développement constitue le principal cheval de bataille du docteur Daniel Edjo. Le tout premier maire de la ville d'Ebolova tient la clé de cette contrée qui n'a pas fini de nous surprendre. Merci à vous, Rose Olinga, pour cette belle balade et cette note en sport. Pour terminer, la visite d'inspection de la Confédération africaine de football est à Douala dans le littoral. La mission conduite par Constant Omari, membre du conseil exécutif de la FIFA et vice-président de la Confédération africaine de la CAF, inspecte la qualité des infrastructures sportives du site de Douala retenu pour le CHAN. C'est la fin. Thank you so much for your kind attention. Tomorrow, Martin Weldengue and myself will be here for the Friday's edition. And we just tell you continue watching programs on the CRTV and the CRTV News. Martin Weldengue, to have a beautiful day ahead. Same to you, Dan Gassa. See you tomorrow with same pleasure. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre.